à la question comment est-on arrivé à un tel niveau de défiance, on va peut-être pas refaire l'histoire. Moi, je vois un petit peu deux niveaux. Il y a le niveau de l'action publique qui est parfois mal comprise, ou en tout cas mal mise en œuvre, ce qui crée une situation de défiance parce que les politiques publiques sont censées protéger une population. Or, il est arrivé dans des moments dans notre histoire, l'affaire du sang contaminé, les malades à cause du nuage radioactif de Chernobyl, etc. La population n'a plus été protégée et ça a pu créer un sentiment de rupture entre les citoyens et leurs dirigeants. Ils se sont dit, finalement, peut-être qu'il y a d'autres intérêts, des intérêts géostratégiques, géopolitiques, etc., qui sont passés avant la sécurité de la population et qui a créé donc un décalage, un sentiment de défiance des citoyens envers l'action publique. Donc, et ensuite, il y a un autre niveau qui n'est pas vraiment celui de l'autorité, mais qui sont les hommes qui représentent cette autorité, qui, on l'a vu récemment, trempent dans certains scandales financiers, etc. Et c'est des actes graves, il y a la légalité qui est entravée, il y a des gros mouvements de fonds qui sont engendrés. Et donc ces actes sont graves et répréhensibles, mais ce qui est vraiment le plus grave pour moi, c'est le décalage que ça crée entre les citoyens et les politiques, dans le sens où ça leur paraît mais à 10 000 lieues de leur quotidien. Donc ça crée voilà, un décalage et on ne peut plus faire confiance en ces gens qui jouent avec des sommes indues alors que nous, on gagne un SMIC. Voilà, c'est un petit peu ça que j'avais analysé dans un premier temps. Après. Mouvement de jeunes, on sait bien quelle est la situation actuelle en termes d'engagement des jeunes en politique, puisqu'il n'y a que 1% des jeunes qui s'engagent dans ce pays en politique. Dans le milieu associatif, c'est moins de 10%. Donc voilà, ça montre quand même un manque d'engagement qui donc, d'une certaine manière, traduit un manque de confiance dans l'avenir. Et donc ce manque de confiance dans l'avenir, c'est ce constat que beaucoup de jeunes font, qu'au fond, ils ont la certitude que leur avenir sera, en France, pire que le quotidien de leurs parents. Et donc ça, c'est vraiment, je crois, et c'est en ça que le thème de la confiance est une des valeurs clés de notre engagement, je crois, à toutes et tous. C'est-à-dire qu'au fond, si on s'engage jeune en politique, c'est qu'on fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui s'engagent, bien sûr, dans nos partis, mais au fond, en politique, et qu'on intéresse au débat public, c'est aussi pour que ce climat de confiance soit restauré entre jeunes et politiques, et puis... et bien sûr, faire aussi en sorte que les politiques fassent confiance aux jeunes, parce que je pense que ça va aussi dans ce sens-là. Il y a une régulation qui est complexe, avec une certaine défiance à l'égard et du politique et des médias. Et les deux sont liés. Et elles sont d'autant plus liées, et j'essaierai d'étayer mon propos par je pense qu'on a un double mécanisme. On a un premier mécanisme qui, à l'égard des politiques, où il y a un délitement de la puissance du bulletin de vote, j'y reviendrai, et de l'autre côté, on a une impression, pour la part des citoyens, et qui... plus, à titre personnel, je m'approche de cette infrastructure de prise de décision du pouvoir au sein de la République française, une collusion où les personnes qui s'expriment dans les médias, les personnes qui dirigent les grandes entreprises, les personnes qui sont à la tête de l'État, eh bien c'est un petit groupe. Et on aurait pu dire, il y a quelques années, on n'aime plus utiliser ces termes, c'est une oligarchie. C'est-à-dire que quand vous pouvez être un ministre qui va donner l'impression que bon, il y a une problématique essentielle, qui n'est pas une problématique court-termiste, qui est une problématique de long terme, qui est les problématiques environnementales sur le long terme, la question de la transition énergétique, la question de la transition écologique, mais que quelques temps après, on voit que ça peut être les grands groupes qui vont le plus bénéficier. On les connaît, Suez, Veolia, et qu'on voit qu'il y a des passerelles. Quand aujourd'hui, la meilleure façon d'être à la tête d'une grande entreprise dans notre pays, c'est pas de créer son entreprise, c'est pas de venir du privé, c'est d'avoir fait l'ENA, d'avoir été après dans un ministère, peut-être même d'avoir été élu et d'être après à la tête. Et je vous le dis, la gauche a sa part de responsabilité. Il n'y a qu'à le voir, le nombre d'entreprises qui ont été privatisées par des ministres de gauche ou avec l'aide de directeurs de cabinet de gauche et qui après ça a été ces mêmes personnes qui ont été à la tête de cette entreprise. Et bien quand on a l'impression que le pouvoir, et pas au sens du pouvoir politique, mais le pouvoir économique, médiatique,
politique et consanguin tenu par une petite élite qui, en plus, aujourd'hui, a trouvé un magnifique mécanisme qui s'appelle les grandes écoles, tout particulièrement Sciences Po Paris, pour se réunir, se rassembler, se reproduire, se marier et tenir les pouvoirs, eh bien, effectivement, ça crée une distanciation avec le reste des citoyens. Quand on parle de collusion politico-médiatique, c'est qu'on parle quand même des mêmes groupes qui, par amitié, parce qu'ils considèrent que le président de la République est son frère, comme Arnaud Lagardère, où on va financer les campagnes électorales, posséder l'immense majorité des médias et en plus bénéficier des contrats publics. Que ça soit réel ou supposé, c'est-à-dire qu'il y ait des problèmes, est-ce qu'on est juste sur des questions d'éthique ou est-ce qu'on est juste, bah oui, ils s'aiment bien, et que ça soit des fois de gauche comme de droite, ça donne une image, un arrière-scène, un fond de scène qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, pour avoir confiance, c'est extrêmement difficile. Et donc, les questions de comment on arrive à faire que le politique reprenne la maîtrise démocratique des grandes décisions et prime sur les forces du marché, et de l'autre côté, faire qu'il n'y ait pas une collusion des intérêts économiques, financier et médiatique avec une réelle indépendance des médias, et que si vous pouvez d'un côté bénéficier de contrats d'armement, eh ben, vous ne pouvez pas tenir la plupart des médias dans ce pays. Effectivement, c'est peut-être des éléments qui vont être nécessaires et indispensables à regagner et à donner la possibilité aux citoyens d'avoir à nouveau confiance et dans les citoyens et dans les politiques et même dans les entreprises. C'est très difficile, quand on a fait 40 ans de journalisme, notamment en 23 ans au monde, de croire les politiques. Bon, mon sentiment personnel, c'est qu'ils mentent tous et en permanence. Bien entendu, chaque journaliste a eu l'occasion de le vérifier par lui-même dans ses rapports personnels. Une petite anecdote, par exemple, 1984, je téléphone au directeur de cabinet de François Mitterrand. À l'époque, il s'agissait de Jean-Claude Colliard, doyen de faculté de droit, qui a été ensuite 9 ans membre du Conseil constitutionnel. Et je lui pose une question en rapport avec l'actualité, etc. Il me répond en mentant de façon éhontée. Bien entendu, je n'ai plus jamais eu de rapport avec M. Jean-Claude Colliard. Quand on me ment, moi, ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi, mais la confiance, ça ne peut pas reposer sur le mensonge. Et c'est bien pour ça que le problème est là. Dans une société qui a appris à mentir, où les journalistes donnent l'exemple, les politiques donnent l'exemple, les élus de la nation, où les élus de la nation donnent l'exemple, je veux dire, c'est difficile. Alors, si vous voulez, je me suis intéressé à la question de façon plus récente, mais vous n'avez pas été sans remarquer, par exemple, en mai 2011, comment notre ministre de l'Intérieur s'était fait moucher de façon lamentable par l'INSEE sur des chiffres concernant les échecs scolaires. Les échecs scolaires, avait-il déclaré sur Europe 1, c'est pour les 2/3 des enfants d'immigrés. Bon, bien entendu, c'était faux, et bien entendu, alors il y a eu toute une polémique, un buzz, etc. Et puis finalement, l'INSEE, on pense à sa réserve obligée, a fait un communiqué pour dire voilà les chiffres, quoi. Bon. Effectivement, je disais, les médias essayent de faire leur travail. Devant ce flux permanent de mensonges, ils sont bien obligés de commencer à réagir. Libé a fait une rubrique intox des intox depuis un certain temps. Le Monde fait parfois ça. Arrêt sur image, ça en était fait une spécialité, continue à faire ça. Et puis France Info s'y met avec le vrai du faux le samedi, etc. Donc, si vous voulez, ça pose problème. C'est-à-dire que pour les médias, ça pose problème. Et comme le système médiatique fait quand même de moins en moins de vérifications, de moins en moins d'enquêtes, d'investigations, etc., globalement. Alors, il semble qu'il y revienne un peu par la force des choses, mais
on a quelques difficultés à rétablir pour les journalistes, donc ça devrait être le rôle, la vérité, en tout cas en temps réel. Parce que quand on intervient sur Europe 1, le journaliste à qui le ministre de l'Intérieur balance sa statistique, bien entendu qu'il n'a pas les éléments là, sur l'heure, etc. Peut-être qu'il peut les trouver dans la journée qui vient, mais c'est trop tard pour la radio, c'est beaucoup trop tard. Donc voilà. C'est un problème suffisamment prégnant pour que, lorsque le président Sarkozy a initié des États généraux de la presse écrite à l'automne 2008, on a créé dans ces États généraux un groupe qui s'appelait Confiance. Ça voulait dire, en fait, comment restaurer la confiance entre les lecteurs, puisque j'ai la presse écrite, et les médias. Et dans ce secteur, en fait, dans ce groupe de travail, on était une quinzaine. J'y ai participé au titre de mon association. Et on a travaillé 6 demi-journées uniquement sur le thème de la déontologie professionnelle, uniquement là-dessus. Parce qu'une grande partie des problèmes de la confiance entre les citoyens et leurs médias et les journalistes viennent du fait qu'il n'y a pas en France ni code de déontologie, ni instance de déontologie. Il n'y a pas de règles qui s'imposent à tous. Donc, se sont multipliés depuis des décennies les inexactitudes, les erreurs, les inventions, l'attaque aux personnes, les délits pas les délits d'initiés, les conflits d'intérêts, etc., etc. Enfin, toutes les infractions, au fond, aux règles déontologiques qui devraient être normalement, intériorisées et s'exprimer en permanence. Alors, c'est pour ça que on a créé avec d'autres, des journalistes et des non-journalistes, une association fin 2006 qui s'appelle l'Association de préfiguration d'un conseil de presse, qui veut créer en France ce qui existe dans une centaine de pays dans le monde, une vingtaine de l'Union européenne, mais qui a toujours été refusé en France par la profession, c'est-à-dire éditeurs de presse et de médias en général, et journalistes, c'est-à-dire une instance de autorégulation ou co-régulation, parce que notre projet, c'est d'avoir une instance de co-régulation, profession et public. Je crois que ce que vous avez pointé, le caractère mensonger de ce que peuvent porter les politiques régulièrement est là, je vais pas revenir dessus. Ce mensonge, le premier d'entre eux est de porter des projets qui ne sont pas réalistes car non réalisables, et que ça c'est encore une tradition qui n'a pas été absoute. Il y a quelques mois de ça, j'avais rencontré des gens qui soutenaient des candidats des deux bords en Côte d'Ivoire, qui me disaient, vous vous rendez compte, pour vous ça vous paraît peut-être bénin, mais nous c'est formidable. On a enfin un projet qui est chiffré et sur lequel il y a une cohérence entre ce que l'on prétend vouloir faire et ce que l'on peut faire. J'ai un peu explosé de rire en disant que malheureusement, non, ce n'était pas encore la norme chez nous que de faire des promesses que l'on puisse tenir. Je pense que c'est le premier élément. Un clientélisme aussi systématique à chaque élection, où on va voir les gens catégorie par catégorie en leur disant bon, vous on vous donnerait ça, vous donnerez ça, vous on vous donnerait ça, mais avec l'absence du coup d'une cohérence globale et l'absence de sincérité dans le message qui est porté. Je crois que si sur une élection donnée, à un moment T, cela peut ne pas se voir, je crois que les citoyens ont fini par être lassés, qu'on cherche à les acheter catégorie par catégorie. Et que ça participe donc de cette défiance, et que nous avons une population, et c'est fort heureux, qui est éduquée bien plus qu'il y a un siècle et qui est capable de cerner les incohérences d'un projet, là où le politique a encore trop tendance à les prendre pour des cons, tels que certains ont pu l'assumer parfois par médias interposés. Le deuxième élément, c'est l'aspect un petit peu éthique d'arrangement entre amis, mais amis dans la réalité, ennemis sur le plan politique. Le dernier en date que je vois un petit peu emblématique a été cette question des emplois fictifs, où la mairie de Paris a dit bon allez, vous nous payez, vous nous filez un peu d'argent, et puis
pas vu, pas pris, on ne va pas se porter partie civile sur la question des emplois fictifs. Je crois que ce genre d'entente entre amis et ennemis en politique doivent être censurés si on ne veut pas donner le sentiment que finalement il y a une caste, un clan, qui serait les politiques dans leur coin face aux citoyens de l'autre qui n'ont pas les mêmes droits. La technique, le chiffre, a bien souvent pris la place du sens. Quand on donne des projets, des directions uniquement appuyées sur une espèce de bataille de chiffres sans donner de sens à cette direction, sans donner de sens dans la direction dans laquelle on emmène les citoyens et que finalement on dépolitise le débat. Je ne vais pas citer de débats récents, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, moi, dans l'élection actuelle, qui m'ont marqué de débats un petit peu forts pour ceux qui regardent une émission que je trouve de qualité dans sa scénarisation, qui est des paroles et des actes. Regardez les débats qu'il y a eu. J'ai vu des débats souvent très dépolitisés, mais où c'était qui est le plus techno des uns et des autres. Ça va de pair avec l'idée que le politique est un professionnel. C'est le meilleur technicien serait le meilleur politique. Non, je ne crois pas. Ce serait dire qu'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de différence idéologique, il n'y a pas des directions différentes dans lesquelles on amène les Français. C'est très dur quand vous allez en province aussi d'avoir des médias qui ont leur indépendance, y compris financière. Le nombre de fois, et on en joue, hein, je le dis, où après un événement, on a fait un petit article, un faux article avec la photo qu'on a fait de notre côté parce que le journaliste ne pouvait pas se déplacer et que le lendemain, dans la presse, vous avez un copier-coller de ce que vous avez écrit, ni plus ni moins. C'est quelque chose qui est classique. Donc il faudra absolument, si on veut redonner de l'indépendance aux médias, il faut lui permettre d'avoir une... Lui, il cherche à vendre, donc il lui faudra un moyen d'avoir un financement de son activité médiatique qui soit réfléchi, co-assumé et qui lui permette d'avoir cette indépendance. La question de la pluralisme, du pluralisme, quand on parle de confiance, ça veut dire démocratie et pluralisme de la presse. Aujourd'hui, il y a une concentration dramatique du paysage de la presse dans tous les domaines, notamment aussi la presse écrite en France. Et du coup, si tout ça fait système, parce que si on discute sans mettre le doigt, alors peut-être, je sais pas, je vais tomber dans les préjugés qu'on peut avoir des fois sur quelqu'un qui est marxiste, mais si on met pas le doigt sur ce qui fait système, c'est que derrière aujourd'hui, la plupart des grands groupes de presse écrits, de télévision, de radio sont détenus par une minorité de grands groupes qui répondent à des impératifs financiers, des critères de rentabilité exigés par des actionnaires et qui ne répondent pas forcément à des critères objectifs de la fabrication d'une information de qualité, pluraliste. Thierry le disait très bien aussi, mais ce qu'on appelle les experts sur les plateaux, les économistes, on fait tout le temps passer les économistes en gros libéraux, jamais on fera passer les économistes atterrés, par exemple, qui ont écrit beaucoup de choses, ou en tout cas très rarement et beaucoup moins que d'autres. Et là aussi, il y a un devoir de salubrité du débat public. Quand je dis ça, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, c'est juste que pour le bien fondé du débat public et le pluralisme des idées, il faut vraiment une maîtrise publique de la presse aujourd'hui pour en assurer le pluralisme et le sortir de cette emprise de la rentabilité qui a des conséquences derrière aussi sur le métier même de journaliste. Parce qu'il y a des rapports, il n'y a pas besoin de voir des rapports quand on voit les choses, mais il y a des rapports de plus en plus accablants qui font état aussi de la précarité, des conditions de travail, comment eux-mêmes sont soumis à ces impératifs de rentabilité, comment ils n'ont pas eux-mêmes le temps de fabriquer de l'information, vous le disiez tout à l'heure, de faire de l'investigation, de fabriquer de l'information sérieuse. On peut compter sur nous, sur la jeunesse et les gens nouveaux, pour réinterroger le système déjà existant et être en quelque sorte des lanceurs d'alerte. Parce que quand il a été établi par une élite à l'époque, puis après ça a été établi dans tous les cerveaux que le nucléaire assure l'indépendance énergétique de la France, que les OGM vont permettre à tout le monde de bien manger plus tard. Ça a été établi par des gens. Et donc, si personne ne remet en cause ça, si on n'a pas des lanceurs d'alerte comme peuvent le faire Greenpeace en rentrant dans une centrale nucléaire, en montrant que finalement, c'est pas tellement sécurisé, ou des choses comme ça, si personne ne remet en cause ça, on n'y arrivera jamais. Donc, c'est là où est notre rôle, mais ce n'est pas forcément le rôle des jeunes politiques, c'est le rôle de tout citoyen qui a un regard neuf sur tout ça et qui voudrait lancer des alertes là-dessus. Alors, il va falloir mettre des règles. Et l'une des règles qu'il va falloir mettre en place, notamment sur les médias, c'est de regarantir une beaucoup plus importante diversité. Et par exemple, si on introduisait une loi qui disait si une entreprise, et un groupe, j'entends, est propriétaire d'un média papier, il n'a pas le droit d'être propriétaire d'un média radio, il n'a pas le droit d'être propriétaire d'un média télé.
faire qu'aujourd'hui on ne puisse pas avoir qu'on ne puisse pas être dans tous les domaines en même temps, faire qu'aucune entreprise, aucun groupe ne puisse être propriétaire de plus de 30% s'il y a plusieurs lignes sur un même média. On voit là qu'il y a des choses à faire et des choses à mettre en place. Effectivement, on a fait un site internet, voilà, un peu drôle, amusant, sur la fiche de campagne de Nicolas Sarkozy. J'ai jamais fait autant de médias de mon organisation, n'a jamais fait autant de médias ces 2 dernières années. Mais alors, est-ce que c'est de la faute des politiques, menteurs, qui mentent tout le temps, ou c'est de la faute tout simplement des médias qui posent des questions ahurissantes en permanence? Moi, je ne demande mais qu'à ça de parler autre chose. Mais si demain, je veux pouvoir avoir la notoriété qui va me permettre de parler de fonds politiques sur des médias et de commencer à intéresser les citoyens et à toucher les jeunes de ma génération qui ont besoin de savoir ce que propose François Hollande et est-ce que oui ou non c'est mieux ou moins bien que ce que propose Eva Joly ou que ce que propose Jean-Luc Mélenchon ou ce que propose Nathalie Arthaud ou est-ce que ça n'est pas aussi bien? Et bien, tout simplement, il faut que je fasse de la politique esbrouffe. Et bien ça, je pense que ça fait faire partie des choses qu'on a besoin de poser aujourd'hui dans les relations, citoyens-médias et dans les relations politiques-médias. Ce problème, quand on est un homme politique ou une femme politique, l'homme étant pris ici au sens générique, on ne peut pas dire le système médiatique nous demande ça, on y va. Non, je pense qu'au point où on en est, la seule solution qu'ont les politiques, s'ils veulent aborder le fond, c'est précisément de refuser le jeu politique, le jeu médiatique, de refuser ces questions idiotes de... J'aime pas trop cette vision de taper sur les journalistes ou taper sur les politiques. Moi, je crois que, au fond, chaque politique choisit son positionnement et chacun peut vite se brûler les ailes. C'est-à-dire que moi-même, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, quand on est trop sur Twitter, et je pense que certains ministres s'en sont rendus compte récemment, quand on est trop à un moment donné sur Twitter et qu'on dit un peu des choses rapides, et ben on se brûle les ailes. Et je pense qu'à gauche comme à droite, on a pu s'en rendre compte. La question de la démocratie locale. Et il y a Pierre Rosanvallon qui parle quand il a fait un livre sur la question de l'égalité, qui parle de solidarité, de communalité. Donc au fond, parvenir à ce que la décision soit prise au niveau très local et qu'il y ait de nouvelles solidarités dans ce niveau communal. Je pense que ça peut être une piste, effectivement, parce que je crois que la confiance, ça ne s'instaurera pas de haut en bas, mais plutôt à l'inverse, de bas en haut, et que ça commence d'abord par le lien très très local, et qu'au fond, on a une capacité à plus faire confiance à son maire, voire même à l'animateur de son conseil de quartier, qui va pouvoir ensuite proposer un aménagement d'un espace vert. Enfin, voilà, je vous invite vraiment à aller dans des conseils de quartier, parce que c'est très intéressant, et là, on voit une démocratie participative, ou en tout cas très locale, et qui, à mon avis, permet de créer de la confiance. Donc, je pense que consulter autrement, c'est vraiment une première piste.